Avant de commenter les résultats, la question de la sincérité du scrutin se pose. Ces élections sont-elles truquées? Car il y a un certain nombre d'irrégularités en tout genre qui ont été constatées. D'irradiation massive, on parle de dizaines de milliers de personnes radiées des listes sans explication, des centaines de milliers de cartes d'électeurs imprimées en double, des bureaux de vote évacués, dit-on, dans plusieurs communes, et d'autres anomalies listées sur des pages de la toile électronique géante. Certains QG officiels, d'ailleurs, parlent d'élections volées. Les résultats sont très suspects. On a du mal à comprendre qu'un candidat qui n'arrive pas à remplir ses salles et dont les auditeurs partent d'ennui avant la fin du discours puisse réaliser 23%. Mais de toute façon, l'escroquerie se situe déjà par le battage médiatique qui propulse un haut fonctionnaire dont le nombre d'électeurs est égal à 0, puisqu'il n'a jamais affronté d'élection, sur le devant de la scène. C'est tout à fait déloyal par rapport à des candidats qui font salle comble, dans une grande ferveur populaire, lors de leurs réunions publiques, dont les électeurs se comptent par centaines et dizaines de milliers, et dont les apparitions dans les grands médias tant écrits que parlés ont été bien moindres et souvent très tardives, plus rapprochées de la date du vote. Cela dit, indépendamment de ces filouteries en cascade, le système électif donne un avantage irréversible à l'oligarchie, car ce morcellement, cette fracturation du temps, par des mandats de quelques années, permet un dégagisme, pour employer un mot à la mode, perpétuel. Les Anglais parlent de turnover, c'est-à-dire un renouvellement du personnel. Dans ces conditions, l'élu ne peut plus avoir de vision à long terme. Il ne vise que sa propre réélection. Et c'est cette vision étriquée qui est recherchée. Eux restent en place et ont une visibilité à longue échéance, mais interdisent cette possibilité aux niveaux inférieurs. Vous n'avez qu'à regarder ceux qui gravitent autour des présidents depuis 30 ou 40 ans. Ce sont les mêmes. Dégagisme pour les autres, mais pas pour eux. Et d'une manière générale, l'oligarchie s'autorise à elle-même ce qu'elle interdit aux autres, tout en empêchant toute critique à son égard. C'est ce qui explique, par exemple, des formules automatiques basées sur la jonction de deux mots, dont le premier exprime l'interdiction d'une action A au niveau inférieur, et le second l'interdiction de la critique de la même action A au niveau supérieur. Pour concrétiser ce tour de passe-passe, il suffit de nommer l'action A du niveau inférieur d'un autre mot, disons B, au niveau supérieur. On a A égale B, mais A est interdit tandis que B est autorisé, et la critique de B est interdite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être anti-B. Eux sont anti-A puisque A est interdit, mais le niveau inférieur ne peut pas être anti-B, bien que A soit égal à B, parce que B est autorisé. D'où les expressions du type « il faut lutter contre le A-isme et l'anti-B-isme ». Les tenants de B ne veulent pas de A, et ne veulent pas que les tenants de A critiquent B. C'est ainsi que le racisme, par exemple, a totalement glissé de sens, de décennie en décennie, jusqu'à signifier aujourd'hui préférence envers sa race. C'est-à-dire par exemple qu'un blanc sera considéré comme raciste s'il marque une préférence envers sa propre race. Alors que si un communautaire marque sa préférence envers sa communauté, on appellera ce sentiment communautarisme. Dans les deux cas, il s'agit de la même chose, à savoir la préférence envers les siens. Mais on habille ce sentiment ou ce réflexe de deux mots différents pour faire croire à deux choses différentes, et c'est ainsi que le racisme est interdit et le communautarisme autorisé. D'où l'injonction permanente, ressassée à l'envi, il faut lutter contre le racisme et l'anti-je sais pas trop quoi, c'est-à-dire
Non seulement vous n'avez pas le droit de faire ce que nous faisons, mais aussi on ne vous autorise pas à nous critiquer quand on fait ce qu'on vous interdit de faire. Toujours le même système, faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Ce qui explique évidemment la surreprésentation d'une infime minorité sur la base d'un népotisme à une échelle industrielle. Route barrée pour les uns, autoroute pour les autres. La critique de l'autoroute est interdite, sinon vous êtes anti je sais pas trop quoi. Un vocable qui d'ailleurs est erroné, en tant qu'il ne définit pas précisément le segment de population visé. Quand on lit ici ou là « vous êtes jaloux parce qu'ils réussissent », je n'appelle pas ça réussir, puisqu'ils doivent leur ascension à une appartenance communautaire. En n'appartenant pas à la communauté, et même dotés d'un talent supérieur, la même personne sera passée inaperçue. Ce sont là des pratiques qu'on peut qualifier de mafieuses. On ne peut pas appeler réussir être adoubé par une mafia. Vous comprenez bien que si le violon de ceux qui ne s'appellent pas Michel n'est pas pris en considération par les décideurs, les écoles, les concours, tout ce que vous voulez, il va s'en en suivre qu'une grande majorité de violonistes va s'appeler Michel. Mais si vous pointez du doigt cette curiosité, au plan simplement probabilitaire, on va vous répondre que vous faites de l'antimichélisme. Toujours cette puissance accusatrice, qui est une sorte de joker, pour botter en touche et ne jamais répondre sur le fond. Donc on a vu qu'un des principes argumentatifs consiste à utiliser deux mots différents pour désigner une même réalité, et ce à seule fin de faire croire qu'il s'agit de deux choses différentes. C'est le cas du racisme et du communautarisme, qui renvoie à la préférence envers les siens, du fait du glissement de sens de la notion de racisme. Pour résumer, deux mots vers un seul, deux vers un. Vous avez l'inverse au niveau argumentatif, un seul mot pour deux sens différents, un vers deux. C'est le cas du mot immigration. On utilise le même mot pour désigner deux réalités différentes. L'immigration intra-européenne et l'immigration extra-européenne. C'est une technique d'enfumage parfaitement rodée pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de distance entre le chômage de masse et l'immigration massive, surtout d'origine extra-européenne. Ce sont des instruments de terreur. Il s'agit de terroriser les Blancs. L'Europe est la seule région du monde qui doit subir une telle agression, absolument unique dans toute son histoire. Mais personne ne dit pourquoi. La raison d'une telle offensive, de cette guerre qui ne dit pas son nom, c'est que les Blancs sont la seule race au monde à avoir une critique radicale sur les deux sacralités que sont l'État et l'argent. Ils sont donc un frein au nouvel ordre mondial. L'Europe est le premier laboratoire de la mondialisation. C'est une sorte de foyer philosophique qu'il faut mater, du point de vue des mondialistes, et c'est ce qui explique cette guerre qui est menée contre les peuples autochtones européens. Il est évident que le vote marine ne change pas grand-chose à ce processus, à ce rouleau compresseur de la mondialisation, orchestré de longue date, même si elle était élue, car tout est verrouillé à un niveau supérieur. Il est d'ailleurs impossible que ce soit un scrutin qui fasse bouger les lignes. Mais ça reste si faible, si minime soit-il, un signe de contestation, une petite lumière envoyée. En échange de l'élection que l'oligarchie a installée pour casser toute longévité et asseoir un dégagisme pérenne, en positionnant des marionnettes présélectionnées sur des sièges éjectables, elle a toujours su se montrer patiente. Elle a même pu s'accommoder à l'occasion d'un empêcheur de tourner en rond, qui, de toute façon, a quitté fonction d'une manière ou d'une autre. Démission, remerciement, fin de mandat, décès ou autre. Mais une innovation révolutionnaire fortuite, que les croyants attribuent à la divinité,
s'est subrepticement invité dans cette mêlée, à savoir Internet, qui est un outil à double tranchant. D'un côté, une surveillance accrue de la population connectée, de l'autre, une parole citoyenne libérée, difficilement censurable, du fait du caractère non universel des lois locales. Si un ressortissant R1 d'un pays P1 n'a pas le droit d'émettre l'opinion O sur la toile électronique géante, du fait d'une loi L1 spécifique au pays P1, un ressortissant R2 d'un pays P2, non sous le coup de la loi L1, peut légalement installer l'opinion O sur sa page. L'opinion O est alors lisible par tous. La censure est donc sans effet sur la toile, car à l'origine, il s'agissait d'empêcher les citoyens de prendre connaissance de certaines données, ce qui est devenu impossible sur Internet. On voit que le pouvoir est devant un problème insoluble. Il est d'une certaine manière pris à son propre piège de mondialisation, car Internet est mondialisé par essence. C'est pourquoi, quand je parlais de patience de l'oligarchie, ce qui a été vrai dans les décennies et siècles passés, cet avis est désormais à réviser, car Internet a accéléré le temps, du fait de la rapidité des échanges, ce qui fait que la partie qui se joue dans les années à venir est une course de vitesse entre la toile électronique géante et l'oligarchie, c'est-à-dire Internet versus le nouvel ordre mondial.